Que contient votre bucket list pour ces 5 prochaines années? J'aimerais bien refaire un peu plus de... En fait, si, j'aimerais bien réussir à me faire ce foutu semi-Ironman que j'ai pas réussi à faire. Stéphane Ferret, 46 ans, je fais pas. Alors le parcours scolaire, c'est plutôt simple. J'ai commencé par une terminale C. Ouais, il y a longtemps, c'était avant la terminale S. Après j'ai fait une année de classe préparatoire en lycée militaire, parce que je voulais faire pilote de chasse à l'époque. Et ensuite je me suis rendu compte que ça allait pas vraiment être ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment les sciences qui me passionnaient plutôt que ce côté militaire. Et donc je me suis réorienté plutôt vers une formation universitaire, donc j'ai fait un DUT en mesure physique avec une option en mesure et contrôle physico-chimique. Donc là je suis tombé amoureux de la science des matériaux, que j'ai décidé ensuite de poursuivre dans les études d'ingénieur. Donc comme mon DUT ça se passait plutôt pas mal puisque j'ai terminé major de promo, j'ai intégré l'école d'ingénieur que je voulais, qui était l'école polytechnique de l'université de Nantes, à l'époque ça s'appelait comme ça, dans le département sciences des matériaux. Et donc là j'ai fait mon cycle pendant 3 ans de formation d'ingénieur. Voilà. Et je suis donc devenu ingénieur en sciences des matériaux avec une majeure en tout ce qui est technique d'assemblage, mais vraiment spécialisation soudure et métallurgie. On a regardé un peu sur votre LinkedIn, Ouais. Et on a vu un travail ou stage, oui c'était un stage, Ouais. en tant que welding engineer. Est-ce que Ouais. vous pouvez expliquer un peu ce que c'est Ouais, je peux carrément expliquer ce que c'est. Donc ça, c'est mon stage de fin d'études, à la fin de mon école d'ingénieur. Puis j'ai embrayé, j'ai été employé là, je crois que c'était pendant 2 ou 3 ans, je crois. Et donc en fait welding engineer, et welding c'est soudage en français. Donc en fait ça faisait partie de ma majeure de fin d'études, surtout ce qui était les procédés de soudage. Et j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait à l'époque Homet Castings, qui fabriquait en fait des pièces moulées pour tout ce qui est l'aéronautique, notamment majoritairement. Et aussi tout ce qui est, on appelle turbines à gaz terrestre. En fait, c'est des turbines qui sont utilisées notamment dans les centrales électriques à vapeur, donc centrales nucléaires, etc. Et donc, en fait, ces pièces, elles sont moulées par un procédé qui s'appelle le moulage à la cire perdue, où on fait en fait une pièce d'un seul bloc. Donc, on fait la pièce en cire. Ensuite, cette pièce, on la plonge dans un bain de ciment. Quand on ressort le ciment durci, on passe au four. La cire est évacuée. Et ensuite, là, vous avez un moule dans lequel vous pouvez en fait à différents emplacements mettre des inserts en réfractaire qui vont permettre de faire des pièces compliquées, creuses, etc. Donc pour les pièces par exemple de turbines, d'avions à réaction, ce genre de choses, c'est extrêmement utilisé. Mais il y a une problématique derrière ça, c'est que les alliages qu'on utilisait, qui sont des bases nickel et bases cobalt, ce sont des alliages qui sont vraiment spécialisés pour des usages à très haute température, avec de fortes contraintes mécaniques. Lorsque ils sont moulés, au refroidissement, il y a des endroits où la matière se contracte et ça fait des défauts. Voilà, donc des petits endroits où il y a des vides d'air. Et donc la taille des vides d'air c'est normalisé. Et cette taille de vide d'air, en fait, si elle dépasse une certaine taille, à la radiographie par exemple notamment, il faut les enlever, il faut reboucher. Et donc pour le rebouchage, ça se fait par soudage. Et donc c'est là que j'intervenais parce qu'il y avait des problèmes justement lors des procédés de soudage, les soudeurs n'y arrivaient pas. Et une grosse partie de mon travail, c'était d'étudier le procédé de soudage, la métallurgie des alliages, et ensuite transférer ça au soudeur pour que ça soit utilisable par lui. Et en fait, je crois que c'est là que j'ai commencé l'enseignement. C'est là en fait que je me suis retrouvé ingénieur à devoir expliquer à des gens qui n'avaient pas forcément les compétences scientifiques pour moi comment ils allaient devoir faire sans connaître tout ce que je savais en métallurgie. Voilà. Et donc j'avais à l'époque une équipe de 12 soudeurs que je gérais au niveau de tout ce qui était leur qualification, parce que pour avoir le droit de souder des pièces par exemple, il faut pouvoir du coup avoir des certifications. Les soudeurs, ils ont des certifications qui doivent passer régulièrement. Donc l'idée c'était de construire une certification qui les teste sur toutes les aptitudes qu'ils devaient avoir sur ces alliages spécifiques.
Donc j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Et puis du coup, justement, avec tout cet aspect humain, d'encadrement de personnes, les former, les accompagner. Il y a aussi l'aspect confiance qui est important. Donc je devais aussi leur insuffler un peu l'envie de continuer à se former, l'envie de venir vers moi pour me donner aussi un feedback. Ça, c'était important aussi à l'époque. C'était eux, ils savaient souder. Alors, ils m'ont appris à souder d'ailleurs. Donc j'ai utilisé ça après un peu plus tard, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais donc du coup, pour justement que leur feedback à eux sur le terrain, j'arrive à le retranscrire après en données métallurgiques, on va dire, pour justement essayer comme ça d'améliorer leur technique de soudage et augmenter leur taux de réussite sur les réparations des pièces. Parce que le but c'était de réparer les pièces pour qu'ensuite elles reviennent dans le cycle de production classique. Donc voilà ce que c'était Welding Engineer, c'était tout ce qui était ingénieur au niveau des procédés de soudage. Ok, et ça vous l'avez fait aux États-Unis, il me semble. Alors non, ça je l'ai fait en France, mais c'était une boîte américaine. Donc il y avait justement une de ces usines qui était en France, voilà, en Bourgogne, au Creusot plus précisément. Moi, c'est vraiment un de mes meilleures expériences de vie d'étudiante. Donc là, c'était un laboratoire universitaire et c'était mon premier, en fait, je dirais, contact avec l'étranger et avec une autre culture, puisque j'avais 21 ans, je crois, à l'époque quand je l'ai fait, à peu près votre âge quand vous partez en semestre à l'international. Et là, du coup, pendant 5 mois, si je me souviens bien, j'ai travaillé dans une université américaine, dans un laboratoire de recherche. Et ce qui est super intéressant, c'est de vraiment voir une autre approche par rapport justement à la manière dont ils envisagent le travail. Ce qui m'a frappé le plus, c'était l'autonomie qui m'était accordée. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis aussi, un autre truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le fait que finalement, ils ont une certaine responsabilité. Par exemple, le laboratoire, il avait besoin de rentrer de l'argent pour continuer à exister. Et que si du jour au lendemain, il n'y avait plus les financements, tout le laboratoire fermait. Tous les enseignants chercheurs, techniciens qui étaient dedans, fallait qu'ils retrouvent autre chose. Mais là-bas, ça choquait personne. Donc c'était une autre approche de vie que j'ai découvert aussi là-bas par rapport à notre système français où on est employeur et employé, on est plutôt protégé. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Donc globalement, moi j'ai pas spécialement voyagé dans le cadre du travail. J'ai fait un peu l'Angleterre, surtout en France pour moi. Donc quand j'étais ingénieur, j'allais un peu sur quelques sites en France. Mais sinon j'ai dû aller une fois aux États-Unis pour ce travail là de Welding Engineer. Donc, mais sinon c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour dans le contexte de voyage avec le travail. Mais je dirais que j'aurais tendance à conseiller aux étudiants qui veulent allier voyage et travail d'aller plutôt sur des jobs de consulting, notamment des entreprises qui font du consulting en ingénierie, où là vous pouvez avoir des missions de quelques mois dans un même pays. Et là vous aurez vraiment l'occasion de découvrir le pays, parce que souvent quand on y est pour une semaine ou deux quelque part, c'est souvent aussi pour des déplacements de travail assez intenses et rarement on a le temps de découvrir un peu ce qui se passe autour. Donc si on prend de la voiture, le train, découvrir autre chose, il y a un côté un peu déceptif derrière ça. Donc quand on dit déplacement à l'étranger dans un travail, souvent ça veut dire je prends l'avion le dimanche soir, je reviens le vendredi soir, entre les deux j'ai fait des réunions et on n'a pas forcément trop l'occasion de bouger. Voilà. Donc vraiment job à l'étranger, c'est au moins 4 à 5 semaines, si ce n'est pas 2 mois, pour avoir le temps de rayonner, de voir ce qui se passe. Alors là, c'est un mélange de concours de circonstances. L'entreprise dans laquelle j'étais, elle était en mauvaise santé financière. Et donc en fait, ils ont retiré une partie de leur billes des sites français. Donc les sites français ont fermé. Comme j'étais, c'est le principe first in, first out. Comme j'étais dans les jeunes diplômés et tout, donc j'étais aussi dans les premiers à dernière entrée, premier à sortir. Et j'avais commencé à développer un peu cette appétence pour la transmission de savoir, on va dire, avec mes soudeurs. Et là, il y a eu aussi des raisons un peu familiales, privées, qui ont fait qu'il a fallu que je repense un peu la manière dont je voulais voir ma vie active. Et je me suis tourné vers le soutien scolaire. Voilà. Alors j'ai fait ça pendant pas mal d'années, notamment pour des classes préparatoires.
où je faisais soit du soutien individuel, soit j'ai fait pas mal aussi de soutien collectif pour des préparations au concours aux grandes écoles. Bon, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte vraiment que la pédagogie, j'aimais vraiment ça, parce que j'ai commencé à créer des contenus, on m'a sollicité pour créer des contenus, des sujets, des exercices, comment agencer son cours, tout ça. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis il y a un moment donné où je me suis dit, ça serait peut-être bien de voir un peu comment ça se passe de l'autre côté de la barrière. Donc, parce que là j'avais des petits groupes et tout ça, donc je voulais essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passait quand tu es vraiment en classe et essayer de comprendre pourquoi l'élève après il avait des difficultés. J'ai essayé de faire ça. Enfin, c'était un peu ma motivation, puis aussi l'envie de voir un peu autre chose. Donc j'ai commencé à faire un benchmarking des écoles que je trouvais intéressantes, et puis j'ai envoyé des CV. J'ai été aussi recommandé par un enseignant que je connaissais dans le soutien scolaire, qui m'avait recommandé pour ITEC, qui est une école de chimie que vous avez du côté de Caluire. Donc j'ai commencé là en fait à enseigner l'informatique dans la section anglophone. Ça m'a beaucoup plu. Et puis à partir de là, ensuite j'ai envoyé mes CV un peu comme ça dans quelques écoles dont l'ESME, et j'ai commencé comme ça à faire des vacations à l'ESME. Voilà. Et de fil en aiguille, voilà. Maintenant vous savez où j'en suis. J'ai fait vacataire aussi pour l'EPITA, donc pendant 2 ans. Donc j'ai fait quelques vacations, et puis après j'ai été vers l'endroit où le projet pédagogique me convenait le mieux. Donc c'est pour ça que maintenant je suis permanent sur le campus de Lyon à l'ESME. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'avais, du coup, par les organismes comme Academia, j'avais en fait un regard différent sur tout ce qui était les CPGE classiques. Voilà, donc du coup, étant passé par là aussi une année, j'avais déjà un peu une compréhension des failles, un peu des inconvénients de ce genre de formation, et en fait j'étais plutôt pour la manière dont je voulais enseigner, être dans un compromis entre l'universitaire et le préparatoire. Et donc du coup, à l'époque où j'étais étudiant, c'était pas encore trop répandu, mais en creusant un peu, c'est là que j'ai découvert aussi le principe des classes préparatoires intégrées. Et c'est là aussi que j'ai découvert qu'en fait, il peut risquer d'avoir un bon mix entre cet aspect vraiment théorique sérieux, mais sans être dans une préparation bête et méchante au concours. Tu vois, c'était vraiment enseigner tout en permettant aux élèves de prendre du recul assez tôt dans leurs études sur ce qui allait leur servir dans leur métier d'ingénieur. C'était un peu ça la motivation initiale, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à postuler à des écoles genre ESME pour cet aspect prépa intégré dans lequel il y a un programme qui est pensé un peu pour la formation d'ingénieur. Clairement, moi je vois la différence. Ouais, alors déjà vous êtes dans votre formation sur 5 ans, donc vous vous projetez différemment sur vos études. En plus, la grosse différence, c'est que comme nous on a le temps sur le site préparatoire, puisque au mois de mars on est toujours en cours. Eux, au mois de mars ils sont déjà en train de se préparer pour les concours, ils ont quasiment fini les cours, vers avril ils ont fini. Donc vous avez aussi l'apprentissage par projet dans les parcours. Vous avez beaucoup de choses par rapport à l'anglais qui est une vraie force aussi. Vous êtes beaucoup moins, alors même encore un petit peu, mais beaucoup moins dans le bachotage que des élèves de CPGE classiques qui eux doivent vraiment presque répondre à des questions type restituer des connaissances d'une certaine manière, etc. Donc l'approche, la réflexion, l'utilisation de vos notions, moi je vois clairement elle est différente. Parce que eux, ils n'ont pas encore cet aspect un peu justement pédagogique de voir comment ils vont pouvoir un peu utiliser leurs connaissances pour résoudre des problèmes. Voilà. Et la différence pour moi, elle est là, c'est que eux, ils sont encore très scolaires, alors que vous l'êtes quand même un petit peu moins, même si c'est normal, vous restez un peu scolaire encore, vous êtes quand même déjà beaucoup moins scolaire parce que vous avez déjà un panel, un arsenal, je dirais, d'approches pédagogiques qui est très varié par rapport à une CPGE classique. Et donc la différence pour moi majeure, elle est là, c'est que vous pouvez déjà être plus autonome dans des projets, alors qu'eux, ils ne le sont pas parce qu'ils sont restés un peu dans le côté scolaire du lycée. Du coup, si je prends mes quelques années comme ingénieur soudeur, là c'est plutôt un conseil aux jeunes générations, on va dire. En fait, mon expérience en tant que jeune ingénieur qui rentre dans le milieu du travail. Donc là, ça a été un défi important parce que finalement, en plus étant dans une école d'ingénieur universitaire, j'avais un côté théorique assez avancé.
et il a fallu ensuite le retranscrire sur le terrain. Et en plus, le retranscrire pour des personnes qui venaient d'un background totalement technique. Tu vois, bac pro soudeur, des choses comme ça. Donc là, j'ai appris à communiquer avec des gens qui n'étaient pas de mon niveau. Ça, c'était intéressant. Et surtout, sans les froisser. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important que j'ai appris par cette expérience-là. C'est aborder les sujets avec humilité, en ayant conscience de qui on est en face de soi. Essayer de le comprendre, faire preuve un petit peu, le mot est un peu fort, mais faire preuve un peu d'empathie, dans le sens, je suis à l'écoute de lui, j'ai compris qu'il venait pas du même parcours que moi, et que du coup, si je lui parlais par exemple d'inclusion de soufre au niveau des joints de grain dans la structure cristallographique de mon alliage, il allait me regarder avec des grands yeux et se vexer parce qu'il allait penser que je prenais pour un imbécile. L'idée, c'est vraiment essayer de traduire ça pour que ça soit accessible pour lui, et ce que j'ai appris aussi dans ma jeune expérience d'ingénieur, c'est aussi tout l'aspect vraiment social qui est autour du métier. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'aspect technique, scientifique qui prime. Il y a vraiment, si on veut construire, avancer dans un projet, il y a tout l'aspect humain qu'il faut être capable d'assembler. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a beaucoup d'écueils, je me suis beaucoup cassé les dents. C'est aussi beaucoup de combats, mais en général, ça vaut le coup parce que notamment, moi, je voulais monter un laboratoire d'essai dans l'entreprise où j'étais pour que les soudeurs puissent venir essayer des trucs en dehors des pièces qui devaient vraiment sortir. Et là, c'est pareil, il faut convaincre les achats qu'on va avoir besoin de matériel supplémentaire. Il faut convaincre son chef de service qu'il faudrait débloquer quelques mètres carrés dans un local pour construire cet espace, etc. Donc il y a vraiment un travail de communication. Quand je dis qu'un ingénieur c'est un bon communicateur, c'est vraiment ça, c'est être capable en fait d'échanger avec des gens qui ont des parcours différents de vous, qui ont des niveaux d'études différents, et de faire en sorte que tout ça s'assemble bien et que tout le monde puisse communiquer ensemble. Donc vous êtes un peu au carrefour, c'est ça qui est excitant dans le métier d'ingénieur aussi, c'est se trouver au carrefour de plein de natures humaines différentes. Donc ça, c'est ce que j'ai appris dans le métier d'ingénieur. Après, dans le métier d'enseignant, j'ai continué à développer l'empathie. Ça, je crois que c'est vraiment le truc le plus important, je pense, quand on est cadre ou qu'on encadre des gens. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu. Et puis, il y a aussi l'aspect vraiment transmission de savoir. C'est venu, en fait, j'avais absolument pas l'intention de créer une chaîne YouTube à la base. C'était pour mes étudiants ici. J'avais besoin, en fait, je voulais trouver un moyen de leur faire une synthèse d'un contenu de cours. Et j'avais commencé par une version un peu classique, papier, PDF, tapé en latex, etc. Et je me suis dit que c'était pas franchement ce que je voulais. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo. Comme ça, je vais être au tableau, ça va faire vivant, ils vont avoir la personne, un peu comme s'ils avaient la personne en face d'eux qui leur explique. Donc j'ai fait cet essai-là, j'ai fait en fait comme ça, sans rien préparer, j'ai fait mes trucs au tableau, je me suis filmé. Et ensuite, je me suis dit, mais cette vidéo, je la mets où? J'avais nulle part en fait sur le site de l'école ou autre part de me dire, voilà, j'aimerais donner la vidéo, mais j'aimerais en plus savoir s'ils l'ont regardé ou pas. C'était un peu l'idée, quand c'était des révisions pour un examen, je voulais vraiment être sûr que ça leur soit utile. Et donc je me suis dit, c'est vrai que j'ai un compte YouTube, est-ce que je pourrais pas l'essayer de pousser la vidéo dessus? Et en fait, j'ai poussé la vidéo dessus, j'aurais donné le lien. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et au bout de quelques mois, ou même si c'est peut-être passé facilement une année avant que j'y prête plus attention, j'ai commencé à recevoir des commentaires. Je recevais des emails avec commentaires YouTube, merci beaucoup, hyper utile, etc. Donc je me suis dit, c'est intéressant, et j'ai commencé à regarder les statistiques de ma chaîne. Et j'ai vu que, je sais plus, j'avais dû avoir 100 000 vues en quelques mois de ma première vidéo. Et je me suis dit, ça c'est intéressant, peut-être qu'avec ça je vais pouvoir transmettre d'autres contenus. Donc j'ai commencé en fait à me dire, je vais essayer de faire des vidéos résumées. Et le second objectif qui est venu, enfin le second intérêt pour moi, c'était de me dire, je vais m'exposer à d'autres gens qui ne sont pas mes élèves et je vais voir quel est leur feedback par rapport à ce que je leur raconte. Comme ça, si je me fais défoncer dans la vidéo, peut-être que ça veut dire que ce que je fais, c'est pas bien, ça va me permettre aussi d'ajuster comme ça ce que je fais en classe. Et du coup, en fait, je me suis dit, maintenant je fais des vidéos, mais je prépare rien.
je me mets devant le tableau, je dis je vais parler de tel truc, et puis je raconte le truc, et puis je filme, je fais le montage, et puis je poste ça sur YouTube. Et puis petit à petit, en fait, à chaque fois, j'avais des commentaires hyper positifs, les gens étaient apparemment hyper contents du truc, et c'est là que j'ai commencé à me prendre au jeu. Donc je me suis dit, bon bah tiens, maintenant je vais faire des vidéos sur des contenus qui m'intéressent ou sur des contenus qui m'ont interpellé par rapport aux problèmes que je rencontre ou que j'entends les étudiants parler à l'école. Et du coup, j'en suis arrivé à faire pas mal d'électronique, comme c'est un peu ce que j'enseigne. Puis j'ai fait aussi un peu sur la physique avec la thermodynamique, etc., mécanique du point, parce qu'à un moment donné, j'enseignais la SMA. Et puis petit à petit, comme ça, je me suis pris au jeu, ça a commencé à m'intéresser de monter des vidéos. Alors j'ai commencé un peu, ça fait que 1 ou 2 ans, je commence vraiment à scénariser les vidéos, à faire des montages, à faire des transitions, etc. Et là récemment, j'en fais aussi sur la modélisation 3D avec le fond vert, etc. J'ai 2 objectifs, je voudrais essayer les lives. Donc pour justement essayer de avoir du feedback d'élèves, en fait c'est vraiment ce qui m'intéresse, et j'aimerais en fait faire des lives où avant j'ai recueilli des questions que je vais traiter ensuite dans un live, et où les élèves peuvent ou ceux qui sont sur YouTube peuvent poser des questions pour traiter un peu le sujet, voir un peu, enfin m'exposer un peu à ça, voir un peu ce que ça peut donner et qu'est-ce que je peux en tirer aussi. Première question, c'est selon vous, qu'est-ce qu'un ingénieur et quelles doivent être ses principales qualités pour réussir en tant que tel? Ouais, alors pour moi la réponse elle est plutôt simple. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui participe à un projet de civilisation. Voilà, parce que tu vois, des ingénieurs, tu en as partout, construction des maisons, des voitures, dans l'alimentation, dans la santé, dans l'acheminement de l'eau, dans l'acheminement des ressources, tu as tout le temps des ingénieurs. Et si tu regardes un peu l'histoire des civilisations, à chaque fois, les progrès de civilisation, ça a été aussi pas dû qu'à des projets législatifs ou des projets sociologiques, mais c'était aussi lié à des progrès techniques. D'accord ? Et quand tu vois, par exemple, la construction d'un pont, on ne fait pas un pont juste pour le plaisir des sciences. On fait un pont parce que ça va permettre à des gens de traverser plus facilement une région, ça va permettre d'acheminer plus facilement des ressources pour permettre à la société organisée qui existe de pouvoir continuer à exister ou à se maintenir. Donc pour moi, un ingénieur, c'est vraiment un scientifique qui s'inscrit dans un projet de civilisation. Et si ça s'inscrit dans un projet de civilisation, ça veut dire que les qualités ne sont pas que techniques et sont aussi humaines. Donc un ingénieur, si on met de côté l'aspect technique qui pour moi doit être acquis, c'est un bon communicateur. Si on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure dans mes expériences, si tu veux être un bon ingénieur, il faut être un bon communicateur pour justement appuyer ton discours scientifique qui passera pas si t'es pas si je pense à mon sens, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas je pense que si t'es pas un bon communicateur ni quelque part un bon traducteur de tes compétences, tu vas pas emmener les gens avec toi. Alors dans mon travail d'aujourd'hui, ce que je préfère, c'est la transversalité. Je fais, même si c'est très fatigant des fois, je fais de l'enseignement traditionnel, je fais de l'enseignement moins traditionnel avec notamment les parcours innovation, je m'occupe du Fab Lab. J'ai aussi l'opportunité de pouvoir m'intéresser beaucoup à tout ce qui est les techniques d'enseignement, la pédagogie. Donc vraiment, quand je parle de transversalité, c'est aussi la pluridisciplinarité. J'ai vraiment plein de domaines dans lesquels je peux intervenir et apprendre des choses pour ensuite essayer de faire converger tout ça. Donc c'est vraiment le truc qui me plaît le plus dans mon travail, c'est la diversité. Voilà, c'est une question difficile ça. Je dirais que c'est un peu abstrait, mais c'est réussir à maintenir un effort sur la durée pour obtenir quelque chose. Là, tu me regardes, tu me dis qu'est-ce qu'il me raconte. Par exemple, tu vois, je pense que l'un dans les plus gros accomplissements professionnels, le Fab Lab, la progression et la place qu'ont les parcours dans l'enseignement actuel pour les étudiants. Et quand je regarde le point de départ ici de Fab Lab et où on en est maintenant, et toute la pédagogie et tout ce que les élèves peuvent apprendre par ce biais-là, je pense qu'actuellement c'est le truc dont je suis le plus satisfait dans mon travail. Là je suis pas forcément bien placé pour répondre à cette question. Moi je pense que c'est multifactoriel.
le point majeur que je peux prendre de mon expérience, c'est qu'en fait on veut donner l'égalité des chances à tout le monde. Partant de cette bonne intention, en fait on a nivelé les choses par le bas pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens à réussir. Et à cause de ça, en fait, on en arrivait à peut-être des fois simplifier un peu trop les programmes ou à baisser nos attentes par rapport à vos capacités de vous, étudiants ou enfants, ce qui fait que on se retrouve avec un niveau de maths qui baisse aussi par rapport à ça. Tu viens rajouter de ça tout ce qui est l'aspect aussi temps d'écran, internet, qui vient vous rajouter une charge mentale que les étudiants n'avaient pas avant, et donc du coup cette charge mentale fait aussi que vous avez du mal à pouvoir faire vos apprentissages peut-être correctement. Après ce sont que des hypothèses, hein, tu vois, finalement c'est ce que j'entends aussi un peu partout, c'est ce que je constate aussi sur le terrain, mais c'est que l'aspect technologique, écran, ça rajoute une charge mentale. L'égalité des chances fait qu'on a fait l'égalité des chances mais en nivelant les choses par le bas, donc du coup en fait on est allé un peu plus vers la facilité, donc du coup on vous a enlevé des chances aussi, puisque il y a des choses qui ont été enlevées du programme qui vous pénalise aussi. Donc tout ça, je pense, ça fait baisser le niveau de maths, mais même le niveau global. Donc c'est pas que la calculatrice. Eh oui, ouais. C'est ça. C'est surtout la réflexion derrière, quoi. Ouais, c'est la réflexion derrière, c'est les connaissances. Souvent on dit que les gens sont bêtes. Souvent avant d'être bêtes, souvent ils sont ignorants. Tu vois, et tu vas pas savoir faire une transformation dans le plan complexe si tu n'as jamais vu les nombres complexes. C'est pas que tu es bête, c'est juste que tu ignores que ça existe. Et je pense que le premier truc à faire, c'est que les gens savent que ça existe, et une fois qu'ils savent que ça existe, et après on peut se dire s'ils sont bêtes ou pas. Tu vois, et encore, être bête, c'est un vaste sujet, hein, parce que tu peux être bête en maths, mais être un génie d'écriture. C'est les intelligences, tu vois, c'est aussi ce que j'ai appris récemment. Les intelligences, c'est des formes différentes, tu vois, on n'a pas des mêmes cerveaux et tout, et ça, c'est quelque chose dont on ne tient pas compte dans ce aussi concept de l'égalité des chances, et on part du fait que tout le monde est pareil. Alors que c'est pas le cas. Tu vas pas demander à quelqu'un qui a pas de jambes de courir un marathon en moins de 2 heures. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour les maths. Il y a des gens, ils ont ça pour eux, d'autres ils n'ont pas ça pour eux. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on baisse le niveau des maths, c'est que la population qui doit avoir un niveau de maths est de plus en plus grande. Donc on a voulu inclure dans ceux qui ont des compétences en maths plus de gens, y compris ceux qui n'ont pas de talent pour ça. Donc forcément le niveau baisse. On a trouvé cette théorie, je ne sais pas si vous la connaissez, celle de Howard Gardner. Non, je ne connais pas de nom. Sur les 8 ou 9 sortes d'intelligence. Ouais. Donc celle de intrapersonnelle, interpersonnelle, ouais. Visuel spatial, ouais. Naturaliste, ok. Musical, logico-mathématique, ouais. Existentiel, ok. Corporel et verbal. Ok. Et du coup, je voulais. Du coup, vous connaissez ou pas? Alors, je connaissais pas la théorie de ce monsieur. Par contre, tu vois, dans ce que je lis actuellement sur un peu, on va dire, le terme générique neurosciences, de ce que j'ai compris pour l'instant, ces 8 formes d'intelligence que tu énonces, chacun les a. Mais elles s'expriment de manière différente. Tu vois, et je suis pas sûr que ça s'appuie quand même sur une compréhension de l'architecture du cerveau. Tu vois, quand on parle d'intelligence musicale, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a aussi une agilité des doigts? Est-ce que c'est une connexion entre les doigts et les oreilles? C'est sûrement ça en plus, tu vois. J'ai lu un truc récemment c'est super d'ailleurs. C'est un monsieur qui est physicien, il a fait des études de physique et en plus de médecine. Et il a fait un truc sur, justement, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. C'est un scanner dans lequel en fait tu peux voir le cerveau mais avec un niveau de détail très très élevé. Et en fait ils ont montré comme ça que par exemple les gens qui font beaucoup de piano, ils ont une zone dans le cerveau qui est beaucoup plus développée que les autres, parce qu'ils ont une agilité des doigts qui est développée, voire même pour les gros joueurs de piano, et prendre la place sur d'autres zones. Donc je pense que derrière tout ça, tu as quand même de la prédisposition, mais aussi de la pratique derrière, qui fait que tu vas privilégier le développement de certaines zones du cerveau ou pas. Donc le mot intelligence, tu vois derrière, enfin pour moi en tout cas en ce moment c'est plus clair. C'est plus vraiment clair ce que c'est que l'intelligence.
Tu vois, on dit que des gens, ils ont une mémoire visuelle, d'autres une mémoire auditive. Mais moi, dans ce que je lis pour l'instant, en fait, on a tous un peu de ça. Tout dépend de ce que tu vas aussi privilégier dans ta manière d'apprendre. Donc, bien apprendre, c'est aussi bien se connaître. Tu vois, je pense, mettre les gens dans des catégories, c'est peut-être un peu trop vite fait. Ok, très bien. Du coup, vous croyez pas forcément à cette théorie-là des intelligences? Alors, pour moi, je vais jouer un peu sur les mots, mais une théorie pour moi, c'est quelque chose c'est un modèle qui te permet de prédire des choses. Et donc, tu vois, si sa théorie se base sur un modèle, à ce moment-là, avec cette théorie, il est capable d'expliquer, par exemple, pourquoi telle personne ou on va pouvoir plutôt prédire que si on fait, par exemple, un cours de cette façon-là, tous les gens qui ont une mémoire visuelle vont le retenir et pas ceux qui ont une mémoire auditive. Tu vois, si tu es capable de faire cette mesure-là, à ce moment-là, tu vois, on peut dire que c'est une théorie, mais tu vois, en fait, là, honnêtement, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis dessus. Je pense que c'est plutôt, tu vois, socio-psychologique ce qu'il dit, et qu'il y a peut-être aussi la compréhension de ce qui se passe dans la boîte crânienne qu'il faudrait associer à ça. Voilà. Et en plus, le cerveau est capable de recycler des zones, ça faut le savoir aussi. Donc en quelle mesure justement quelqu'un qui a une mémoire visuelle, parce qu'il perd la vue, il va pas plutôt développer sa mémoire auditive par exemple. Ok. Et tu vois, alors par exemple on dit mémoire visuelle. Bah, t'imagines, quelqu'un dit bah, tu as une mémoire visuelle, donc tu devrais être bon en géométrie. Parce que si tu vois les dessins, tu peux faire de la géométrie. T'es d'accord avec ça ou pas? Non, je pense pas, parce que c'est vraiment la géométrie en soi, c'est pas que du visuel, c'est énormément de réflexion. Donc c'est dans les 8 intelligences, c'est aussi l'intelligence spatiale. Il faut l'intelligence spatiale. Plutôt dans l'art plutôt que la géométrie. Ouais. Mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui sont aveugles et qui font de la peinture. Et j'ai vu aussi des gens qui sont aveugles et qui ont fait des mathématiques, qui ont fait des études de maths en géométrie. Tu vois, et je savais pas, j'ai découvert ça récemment. Par exemple, il y a des gens qui vivent avec un seul lobe du cerveau. Ils ont que l'hémisphère gauche ou que l'hémisphère droit. Tu vois, et donc si tu as, par exemple, je crois que le langage c'est dans l'hémisphère droit. Mais si tu n'as plus l'hémisphère droit, tu devrais plus parler. Et ils parlent quand même. Et ils arrivent, alors après avec un travail, je pense, harassant de rééducation, tout ça, mais ils arrivent à parler parce que le cerveau recycle certaines zones d'un hémisphère pour justement faire ce genre de choses. Donc tu vois, c'est pour ça que les histoires des théories des 8 intelligences, je pense que c'est en partie vrai, mais que c'est pas, on ne peut pas catégoriser autant. Ok. C'est un point de vue que je n'avais pas imaginé, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire que bon, c'est sûr, on peut pas genre juste donner 9 types d'intelligence, parce qu'il y en a des centaines de fois plus, quoi. Et que je pense que chacun a un mélange de tout, d'autres plus ou moins que d'autres. Mais mais c'est super intéressant. On voulait vraiment vous poser la question. Ouais. J'ai vu sur votre LinkedIn que vous repostiez certains trucs sur soit pas forcément sur l'intelligence, mais sur les comment dire, sur la pédagogie. Ouais, et puis l'aspect un peu aussi comment ça se passe dans la boîte crânienne. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu mon truc du moment, parce que en fait, pourquoi je m'intéresse à ça, c'est parce que je fais le parallèle avec le sport. Tu vois, est-ce que quel sport vous suivez de haut niveau? Le foot? Foot, basket, tennis. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que dans ces sports-là, pour des pros, je parle des pros, est-ce que vous seriez choqué si on vous disait que les coachs de physique, le coach de sport, on va dire, il n'y connaît rien en anatomie humaine? Ça paraît un peu. Ouais. Ça paraît contradictoire. Ouais, tu ne dirais pas, ou même, je le redis autrement, vous allez râler si dans votre équipe, le mec qui fait l'entraînement physique, il fait faire que des joggings à ses joueurs, alors que dans l'autre équipe, vous avez un mec qui connaît des connaissances sur la récupération, qui sait comment fonctionne le corps humain, l'alimentation, le sommeil, comment ça impacte les performances. Vous dites, ok, et dans l'enseignement, ou même dans l'apprentissage, en fait, ça devrait choquer aussi les gens. Parce que si tu comprends comment marche l'organe qui sert à apprendre,
bah, tu peux dire ok, tu comprends le manque de sommeil, comment ça impacte, tu comprends aussi que si par exemple tu as une atrophie dans telle zone du cerveau, ben, ça explique pourquoi la personne elle a du mal à apprendre telle ou telle chose, etc. Donc tu vois derrière un peu la motivation de parallèle avec le sport, c'est aussi se dire ben, si tu comprends comment marche le cerveau, tu peux aussi devenir peut-être je vais faire vraiment un raccourci vulgaire, mais c'est un coach de cerveau en fait. Tu vois, si tu dis ok, ben voilà, je sais que tu comprends la mémoire à court terme, qu'il y a une mémoire à long terme, qu'il faut faire un transfert entre les deux, que le transfert entre les deux il se passe comme ça, ben, du coup aussi tu comprends aussi mieux comment tu dois guider tes élèves pour que finalement ça reste dans le long terme, si tu as envie que ça reste dans le long terme, et leur expliquer comment ils doivent faire. Tu vois, et c'est pour ça que je poste pas mal de choses sur ça en ce moment LinkedIn, parce que c'est des sujets qui m'intéressent pas mal, et j'aimerais bien faire ce parallèle entre le coaching sportif où tu as des indicateurs de progression qui permettent de dire bah tiens, tu vois, l'équipe là elle va cartonner elle va cartonner au prochain match parce que du coup les tactiques sont bien en place, parce que le physique y tient. Pourquoi le physique y tient? Bah parce que derrière, je sais pas, tu as le VO2 max, la VE max ont été travaillés, et puis on sait qu'il y a de bonnes chances que ça marche. Alors après des fois ça marchera pas, il y a plein de facteurs, mais voilà. Donc ça, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. C'est une approche vachement scientifique du sport, hein, un peu ouais, vachement mathématique du sport. Ben ouais, c'est une approche scientifique, une approche rationnelle en fait. Tu vois, c'est vraiment, si tu comprends comment marche la chose, ben tu peux aussi faire en sorte de l'améliorer, ou peut-être au moins aider la personne. Si la personne veut y arriver, tu peux te dire ok, tu augmentes tes chances de toi de l'aider, parce que tu sais derrière comment ça marche. Ou en tout cas, tu essayes d'avoir une compréhension du truc. Donc, et tu vois, par exemple, être prof ou formateur, je trouve ça intéressant de comprendre que, par exemple, ben, le temps de concentration d'un humain, c'est en moyenne 7 minutes. Tu sais que si tu veux faire passer l'information importante, tu as 7 minutes. Hein, tu vois, et après ces 7 minutes, eh ben, soit il faut que la personne recherche les capacités en concentration, soit il faut proposer des activités avec une charge cognitive moins lourde, pour être sûr que tu as toujours ton auditoire avec toi. Donc tu vois, et c'est pareil en sport, tu vois, tu ne dis pas à quelqu'un, tu vas pas lui faire 1 heure de jogging à fond. Tu sais qu'il va pas progresser, il va même finir par se blesser si tu lui fais faire ça tout le temps. Un jogging, bah c'est ok, échauffement, séquence, bloc d'entraînement, récupération, etc. Et tu vois, pour un apprenant, ça devrait être pareil, avec en plus derrière, bien manger, bien dormir, bien boire, etc. Un étudiant, c'est un espèce de sportif de haut niveau. Si vraiment on voulait pousser le truc, mais bon, là je vais trop loin, je pense. Non. Ben, je crois que j'en ai trop parlé là, mais c'est vraiment tout l'aspect neurosciences, pédagogie. Ça, d'un point de vue pro, c'est vraiment un de mes objectifs principaux. Et trouver un moyen d'agréger tout ça. Tu vois. Ensuite, dans les choses, un peu les rêves que j'aimerais, j'ai déjà commencé, mais je suis pas encore au niveau. J'ai déjà filé à des élèves des BD un peu scientifiques où ça raconte une aventure sur 2-3 pages, et ensuite vous avez derrière des vrais exercices, et il faut résoudre les exercices en allant chercher les informations dans la BD. Voilà. Et là, donc du coup, dans ma bucket list, il y a m'améliorer en dessin et m'améliorer en narration. Voilà. Et vraiment, dans les 5 prochaines années, j'aimerais bien faire des trucs sympas dans la manière de raconter des histoires. J'aimerais bien refaire un peu plus de... En fait, si, j'aimerais bien réussir à me faire ce foutu semi-Ironman que j'ai pas réussi à faire. C'est un sacré objectif là. Voilà, ouais, j'ai déjà tenté, mais j'ai pas pu, pour plein de raisons, j'ai pas pu me présenter au départ. Donc là, ce truc-là, dans les 5 prochaines années, c'est un truc que je veux assez méchamment en fait. Donc on verra si j'y arrive. Mais voilà, c'est dans ma bucket list, je dirais c'est ça. Après, le reste, c'est trop privé. Forcément. Mais c'est génial comme objectif ça. Ah si, j'ai ça aussi dans les 5 prochaines années, je vous ai pas dit, mais j'ai eu une époque où je faisais 2 trucs. Quand je faisais la partie soutien coaching scolaire, j'avais aussi monté ma marque de vélo. Je fabriquais mes vélos, je soudais les cadres et tout ça.
Et quand j'ai déménagé sur Lyon, j'ai arrêté. Et là, je vais recommencer. Je suis en train de remettre mon atelier en fonction. Donc dans les 5 prochaines années, il y a peut-être faire 1 ou 2 vélos assez sympas pour moi. Voilà. Et aider mon ancien associé, mais Camille aussi, qui lui a décidé vraiment de continuer l'aventure dedans un peu plus à fond. Donc c'est l'aider aussi à développer des choses par rapport à ça. Quand j'enseignais un peu la SMA, ce qui s'appelle maintenant système technique, et il fallait que j'explique le moment des forces à des élèves, j'avais fait l'exemple de la brouette. J'avais imaginé le truc avec justement des élèves qui n'avaient pas survécu aux études et qu'on envoyait sécher dans le grenier de l'école. Et du coup, on les emmenait sur une brouette et je leur expliquais le bras de levier en fonction du nombre d'élèves morts qu'on avait sur la brouette. Et s'il y a des étudiants qui m'ont ressorti longtemps après. Donc tu vois, ça c'est une petite anecdote. Et s'il y a un truc qui est aussi assez sympa que j'ai bien aimé faire, c'est à l'époque, ça remonte à 4-5 ans, je faisais des quiz, enfin je faisais des questionnaires de début de cours, mais au lieu de faire un quiz classique, c'était sur la géométrie du solide. Je leur demandais un coup, je venais, il fallait qu'ils me calculent le centre de gravité d'un champignon dans Super Mario, des choses comme ça. Donc voilà, c'était des moments un peu, on va dire, je sais pas drôles, mais des petites anecdotes un peu rigolotes de mon travail. Pas encore, mais par contre, tu vois, par exemple, j'ai un élève là qui a fait son semestre à l'international en Écosse, en robotique, qui après ça s'est retrouvé embauché au ministère de la Défense en Belgique, a bossé sur des drones ou un truc comme ça. Tu vois, donc quand j'apprends des nouvelles comme ça d'élèves, je me dis que c'est plutôt chouette et qu'il faut croire en votre formation aussi. Voilà. Et pas la dénigrer. Des fois j'entends un peu ça, vous êtes un peu trop critique des fois avec votre formation, alors que vous êtes capable de faire des belles choses quand même derrière. Je vais faire la blague pourrie, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça c'est fait, c'est bien nul, mais bon, c'est dit. Si je dois conseiller les étudiants, c'est déjà croyez en vos études, ça c'est le truc vraiment qui est super important. Remettez-vous en question régulièrement, mettez-vous vraiment dans la position de j'apprends des choses qui vont me servir pour après, ça c'est vraiment le truc principal. Soyez curieux et lâchez jamais rien, c'est qu'une question de patience.